Alors, moi, je peux rebondir tout de suite. Pardon, hein, je monopolise la parole à tout le monde. Paf, ça c'est fait. Non, vas-y, Euh, vas-y. En fait, ce que je trouve très intéressant par rapport à ce qui a été dit, c'est que on a un peu l'impression que c'est en option d'être compréhensible, d'être accessible, d'être. Mais en fait, pas du tout. Et moi, je vais apporter mon témoignage en tant que professionnel de la communication au sein d'une institution publique. C'est écrit dans les missions de la Bibliothèque nationale de France. Nous, on a 4 missions à la BNF qui sont de collecter, conserver, enrichir et communiquer le patrimoine documentaire de la nation. Et en fait, c'est pas en option. C'est extrêmement intéressant là où je suis de faire mon métier parce que ça fait partie des obligations. Donc en fait, on travaille vraiment en réseau à faire passer un maximum notre patrimoine commun à tous. Et ça fait partie des directives du ministère de la Culture que d'écrire pour être compréhensible par tous et toutes. Enfin, vraiment, ça fait partie de la ligne de conduite qu'on nous donne d'emblée quand on arrive, où on nous dit, bah, vous écrivez pour qui? Ben, il faut que quelqu'un qui n'a pas le bac, qui n'a pas fait d'études du tout, puisse vous comprendre. Donc, si vous faites pas ça, c'est pas la peine de rester. Donc, moi, je trouve ça très intéressant parce que l'endroit où je suis, c'est vraiment représentatif de cette tension dont on est en train de se parler là maintenant, où ben, on a pas mal d'obligations qui sont pas tout à fait en option, et souvent la communication arrive en dernier. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne en communication publique, hein. Je... Vas-y Sébastien. Bah, effectivement, tu as raison. Moi, en fait, on est des passeurs, on est souvent des traducteurs. Je ne sais pas ce qu'en pense aussi Axel, Assouline. Mais moi, je me vis souvent comme un passeur, toi peut-être aussi, Claire. Mais moi, enfin, ces réflexions aussi sur l'efficacité de la com publique, sur l'accès aux droits, sur la diffusion des politiques publiques, ça me fait penser à une réflexion qu'on a très souvent sur le dernier kilomètre de l'action publique. Le dernier kilomètre de l'action publique, c'est amener l'accès aux droits ou les services publics jusqu'aux citoyens. Et ben finalement, pour la communication, c'est la même chose, quoi. C'est en tout cas ce que Stéphanie Guillaume nous disait. C'est que en réalité, il suffit pas. Alors moi, je continue à faire quand même une différence entre la communication et l'information. Il suffit pas de faire de l'information en disant, bah l'information, elle est présente sur notre site en caractère 2, c'est alinéa 3, ou sur Légifrance, ou dans le journal officiel sous la forme d'un décret, etc. Mais c'est comment nous on va, en tant que communicant, je veux dire, comment on va traduire cette information en une information utile pour l'usager, actionnable, utilisable, qui va lui permettre finalement d'agir dans son quotidien. Et finalement, bah, c'est l'équivalent pour l'information du dernier kilomètre de l'action publique. Alors, j'ai pas le terme pour l'information, voilà, mais ça m'a fait penser à ça. Et puis la dernière, enfin, la deuxième chose, c'est que je me suis dit que dans ce cycle, finalement, on commence bien. On a parlé finalement, parce que on a croisé la désinformation, l'adaptation au public, la question de la confiance. Eh ben, c'est aussi ce qu'on va traiter dans les dans les prochaines conférences. Donc on peut déjà en parler là. Et justement, c'est passionnant parce que on voit finalement qu'il y a une redéfinition à faire aussi de la communication en tant qu'action publique, en tant que politique publique. Voilà, enfin, voilà, de la communication public. Voilà. Je m'arrête là. Si je peux offrir peut-être un contrepoids, peut-être une alternative ou en tout cas une vision un peu différente. Euh, je suis entièrement d'accord sur le fait que la communication a besoin d'être claire, mais je pense qu'avant d'être claire, elle doit être beaucoup moins pléthorique. Je pense qu'à ce moment, actuellement, on a une
pléthore de communication publique. Tous les services veulent exister. Et donc, quand au final, on a 15, 20, 50, 1000 services qui veulent exister, que la communication soit claire ou ne la soit plus, forcément, bon, il y a peu de différence parce que la communication ne peut pas être interprétée, ne peut pas être digérée par l'audience parce qu'il y a beaucoup trop de stimulus, parce qu'il y a beaucoup trop d'infos, parce qu'il y a beaucoup trop de communication publique. Si je prends encore une analogie militaire, ou en tout cas un exemple militaire, tous les services veulent exister, tous les régiments de l'armée de terre, toutes les divisions de l'armée de terre, toutes les brigades de l'armée de terre ont un compte Twitter et un compte LinkedIn. Tous les commandements ont un compte LinkedIn. Enfin voilà, au bout d'un moment, c'est tout à fait légitime pour leur écosystème, pour les équipes, etc. Mais on se pose aussi la question de la lisibilité globale et de l'efficience de la communication publique. Au bout d'un moment, on doit essayer de regarder un petit peu en arrière, de dézoomer et de se dire quelle est l'efficacité et quel est l'intérêt pour moi de communiquer. Et au final, on regarde qu'il y a une logique de silo. Voilà, chacun veut un petit peu communiquer. Chaque service du secrétariat général de l'administration aux armées veut communiquer. Alors, le service des ressources humaines, le service des ressources humaines de l'armée de terre, le service de machin, le service mémoriel, tout le monde veut communiquer. Mais donc, il y a moins de logique d'impact collectif. Et donc, il y a des communicants absolument partout. Je crois qu'au ministère des Armées, ils sont plus de 1000 ou 1000, presque 2000, ce qui est quand même assez conséquent. Mais en proportion, c'est faible. Mais au final, je trouve ça quand même assez conséquent. Et donc, il y a une accumulation de messages sans clarté, on revient à ce terme-là, mais sans clarté des objectifs. Je pense que le message est sans doute parfois pas clair, mais en tout cas, il est clair parfois, mais je pense qu'il n'y a pas... L'objectif global n'est pas suffisamment clair et n'est pas suffisamment pilotable, et c'est aussi le but de cette réforme, ou en tout cas de cette évolution de la communication publique, c'est d'essayer d'avoir un pilotage qui soit encore un peu plus fort par le SIG au niveau étatique. Et donc, je pense qu'on a un espèce d'échec mémoriel, ou d'échec de la mémorisation, et c'est de se dire que en dehors des thèmes qui sont historiques de la communication publique, qui sont la santé, la prévention routière, plus récemment, peut-être un petit peu plus le tri des déchets, et encore que, l'immense majorité des campagnes publiques ne laissent aucune trace durable. Enfin, si je vous demande, vous, les 3 dernières campagnes publiques auxquelles vous pensez, on travaille tous beaucoup dans le domaine public, donc on pourrait en citer, mais on demande à n'importe quel kidam quelle campagne publique il a retenue. Alors ça, je pense pas. Non, mais le Covid, la prévention routière, la ceinture, SAM, etc., ça sans doute. Mais voilà, il va nous parler d'Intermarché, il va nous parler de McDonald's et l'IA, mais sans doute pas qu'il va nous parler d'une dernière campagne publique. Donc je pense qu'il y a déjà un espèce et c'est dur quand même en tant que communicant de se dire ça, de se dire, bah voilà, il faut moins communiquer. Parce que l'État communique sur tellement de causes qu'il y a une dilution commune, ou en tout cas globale, de sa part de voix. Et donc, la solution, qu'est-ce que ce serait? Et c'est une solution qui est très difficilement acceptable pour un communicant, mais je pense que c'est la seule, c'est de se dire moins de communication. C'est tout à fait contre-intuitif et paradoxal, mais je pense que moins de communication, mais une communication qui est mieux pensée. Je pense qu'il faut moins de campagnes, moins de temps fort, moins de contenu jetable. Je pense qu'il faut davantage d'objectifs qui soient clairs et limités, des narratifs qui soient simples, qui soient durables, et des choix assumés et des combats de communicants. Et c'est là où je pense qu'on a un rôle en tant que communicant. Alors oui, on peut être le garant de la compréhension, le passeur de l'info, etc. Mais je pense qu'on a un rôle qui est quand même encore un peu plus complexe à avoir, qui est celui de dire non. Qui est celui de dire non à son... C'est très compliqué. J'ai essayé avec mon ministre, j'ai essayé... là, je suis en entreprise, on essaye, voilà, avec le CEO, parfois, bon, ça vaut peut-être pas l'intérêt de communiquer, mais si, il faut communiquer, etc. Mais c'est aussi de dire non et de se dire où est-ce qu'on préfère communiquer. Est-ce qu'on préfère communiquer 50 fois cette année pour des résultats, ou 500 fois cette année pour des résultats qui peuvent être assez dilués, ou est-ce qu'on se dit, voilà, on veut communiquer 10 fois avec impact. Avec impact parce que, vu qu'on va produire moins, on peut faire plus de paid médias, plus de sponsorisation,
pour compenser la baisse des moyens humains. Vous l'avez dit tout à l'heure, Stéphanie Guillaume, il y a quand même des moyens humains colossaux qui sont mis là-dedans. Et donc, essayer d'avoir peut-être une priorité à l'impression, au reach utile, plutôt qu'à cette espèce de présence permanente qui est dit, et je crois que c'est Sébastien qui l'a dit tout à l'heure, voilà, dès qu'il y a une communication, dès qu'il y a une action, la communication suit. Et ça, je l'ai vu tout particulièrement en ministère ou même ailleurs. Voilà, dès qu'il y a une action, on sort le tweet, on sort le LinkedIn, etc. Et donc, je pense qu'il faut se mettre aussi dans une posture d'essayer de dire non, ou en tout cas de sensibiliser au fait que trop de communication tue la communication. Et c'est pas un slogan en l'air, c'est que de se dire maintenant, les gens de toute façon sont surstimulés. Je le disais déjà dans mon cours au Master Conseil éditorial il y a 5 ans. Je pense que c'est encore de pire en pire. Et je pense qu'il faut essayer, non pas de rejeter le contenu chaud, mais d'essayer d'en avoir moins, parce qu'on ne peut pas rejeter le contenu chaud. Il y a des temps forts qu'il faut médiatiser, c'est normal. Mais essayer de produire moins de contenu chaud et essayer, à côté de ça, produire des contenus qui vivent plusieurs mois, avec des messages structurants, et accepter, in fine, de ne pas réagir à tout. Et c'est là, je pense, où il y a le contenu, le vrai contenu durable. C'est de se dire, voilà, j'ai un contenu qui vit plusieurs mois, qui est à la fois lisible et compréhensible, je reviens sur la clarté, par les humains, et là on se dit où est-ce qu'il va en venir par les humains, mais également lisible par les machines et par l'IA. Parce qu'au final, l'action publique ne va être peut-être efficiente que parce qu'elle sera comprise aussi par l'IA. Pourquoi ? Parce que on n'a pas à l'imaginer dans 5 ans, c'est maintenant, c'est ce qui arrive. Tout le monde utilise ChatGPT, Gemini, Grok pour dire, voilà, comment je peux faire pour avoir telle aide, comment je peux faire pour mieux trier mes déchets, comment je peux faire pour mieux prévenir cette maladie X, Y, Z et tous les ressorts de l'action publique. Et donc, si on arrive à être mieux lisible par les IA, le narratif, ou en tout cas ce que veut faire porter la puissance publique, sera davantage vu par les gens, parce que ce sera davantage vu par les IA. Tout ce que je dis, c'est extrêmement complexe, hein. Parce qu'il faut changer tout un paradigme et tout un postulat de se dire, voilà, communication, ou plutôt, pardon, action, communication, et de se dire, voilà, action, peut-être pas de communication, ou peut-être moins, ou peut-être décalée, ou peut-être plus englobante avec plusieurs actions dans une seule communication, dans un format qui soit clair à la fois pour l'humain et pour la machine. Et je pense que c'est la clé pour une communication publique qui soit efficace, utile et efficiente. Et je pense que, pour finir peut-être, ou pour conclure, la communication n'est pas moins stratégique qu'avant, mais je pense qu'elle doit redevenir plus rare, plus exigeante et plus lisible. Parce que, pour être complètement honnête, je suis saturé de messages provenant d'opérateurs publics, de ministères, etc. Et donc, où est-ce qu'on met le curseur ? Et c'est aussi le rôle du communicant de mettre le curseur, ce qu'on a envie de communiquer ou ce qu'on n'a pas envie de communiquer. En fait, c'est très intéressant et je pense que c'est une façon de faire le lien entre ce qu'on dit un peu tous autour de la table. Euh, Parce que nous, c'est un choix qui a été fait à la direction de la communication à la Bibliothèque nationale de France. En fait, c'est vraiment témoignage d'expérience. Quand je suis arrivée il y a 8 ans, le directeur de la communication a décidé de faire fermer la myriade de comptes Twitter, Facebook de l'époque et de concentrer les forces de l'établissement sur seulement quelques comptes. Et il a fait le choix, en bien sûr suivant ce qu'on appelle dans notre établissement le contrat d'objectif et de performance, qui est notre, notre carte sur 5 ans, de prioriser les actions de communication à ces sujets-là. Évidemment que ça n'a pas fait très plaisir à nos 2500 agents qui avaient l'habitude de prendre la parole sur tout ce qu'ils faisaient tout le temps.
Mais en fait, ça a rendu effectivement la communication plus claire et donc plus performante. Après, ça a effectivement élevé notre travail en tant que communicant à la bibliothèque à un niveau d'exigence très poussé. Et c'est- ça a l'air très très sympa d'être chargé de communication numérique à la BNF, mais il y a des jours où arriver à faire comprendre à un conservateur que non, on n'utilisera pas le terme jargonnant pour faire passer sa communication, c'est vraiment pas simple du tout. Donc, je te rejoins pas mal, Axel, sur ce que tu dis, sur faire le choix de l'endroit où on investit nos forces. Mais la tension, je trouve, qu'on subit actuellement, c'est que ben, les algorithmes des réseaux sociaux, ils nous aident pas forcément à diminuer le rythme, à se concentrer sur un seul contenu, à... C'est... D'où le fait d'avoir une communication plus resserrée, pardon, je rebondis directement, mais une communication peut-être plus resserrée, donc plus d'économies en termes de production, que ce soit en termes de coût de production ou en termes humains, et donc de réinvestir pour du paid media, et le paid media dans le public, pour une raison, alors il y a sans doute des raisons très objectives, mais il y a une espèce de désamour, ou en tout cas de frilosité à y aller. Et je pense que c'est le nécessaire maintenant de se dire, bah voilà, vous à la BNF, on a fait fermer 5 comptes, on a libéré donc 2 ETP. Bah voilà, les 2 ETP. Non, mais Ça c'est fonctionne pas un comme ça. exemple. Bien sûr que ça ne fonctionne pas comme ça, mais si on peut schématiser et caricaturer la chose, c'est qu'au final, on a réussi à faire tant d'économies et donc on peut flécher ça vers du paid. Je pense que ça permet de faire des contenus qui sont plus durables. Je pense que ça permet de mieux cibler les gens qui nous écoutent ou en tout cas ceux qui sont intéressés par ce qu'on produit. Et je pense qu'au final, c'est quelque chose vers lequel on doit tendre parce que le reach organique baisse dramatiquement sur tous les réseaux. Et donc, sans aide ou sans artifice, ça va être très compliqué pour nous, effectivement, d'être poussé par les algorithmes. Mais donc, je ne pense pas que on répond à ce problème algorithmique par plus de contenu. Ah, Je- alors, moi, je réfléchis en même temps à ce que vous dites. Et après, on passe la parole à nos étudiantes qui ont peut-être des questions, Diane et Kimberley. Euh, Effectivement, Axel et Claire, je comprends bien ce que vous dites. En même temps, pour apporter à la discussion avec un point de vue peut-être un tout petit peu dissonant, euh, je me dis que, Axel, moi, ce que je retiens, c'est que effectivement, il faut aussi avoir davantage de stratégie. On en a déjà de la stratégie, mais il faut avoir une clarté aussi de l'action publique. Qu'est-ce qu'une institution veut transmettre dans l'année, dans les 6 mois, dans le mois? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et parfois, c'est pas simple de définir ça. C'est tout un travail de définir ça. Donc déjà, il y a cette première euh, chose qui consiste quand même à clarifier la communication pour nous-mêmes en tant qu'institution, bien sûr, pas en tant qu'individu. Et ensuite, la question de la réduction du nombre de contenus, je comprends tout à fait cette réflexion, et en même temps, ça se discute dans le sens où aujourd'hui, il y a une fragmentation de l'information. Il y a une fragmentation, c'est-à-dire que les informations qu'on peut transmettre sont plus courtes. Effectivement, l'infobésité fait que le temps d'attention est très réduit. Les vidéos sont courtes. La lecture est rapide, en Z, assez inefficace parfois. Ça dépend sur, faut pas généraliser, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est plus de l'imprégnation que de l'information, finalement, parfois. Et donc, je me dis que là, si on réfléchit à l'action publique, enfin de communication, en, en, euh, en termes de séquence, de se dire, bon, bah, sur les 2 prochains mois, on va accentuer sur cet aspect-là, ou sur l'année,
on va accentuer, par exemple, l'Assemblée nationale. Je vois qu'ils font beaucoup de contenu sur le fonctionnement même de l'Assemblée. Je trouve ça vraiment passionnant parce que il faut que les citoyens ils comprennent comment ça marche l'Assemblée nationale. C'est un fonctionnement compliqué. Et donc, de se dire, bah voilà, on va publier plein de contenus sur le fonctionnement de l'Assemblée. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe parlementaire? Qu'est-ce que c'est que les questeurs? Qu'est-ce que c'est qu'une CMP, une commission mixte paritaire? Comment ça fonctionne le PLF, le projet de loi de finances, le PLFSS? Et donc là, on est dans une diversité de contenus, avec peut-être une diversité d'approches éditoriales. Ça peut être une vidéo, ça peut être un schéma, etc. Mais ayant le même objectif de communication. Et on se dit, bah, si un individu lambda loupe 3 messages, il en verra peut-être un qui sera important pour lui et qui permettra à l'institution de remplir l'une de ses fonctions, c'est-à-dire par exemple pour l'Assemblée nationale, de faire en sorte que les citoyens sachent comment ça se passe, en fait, comment sont votées les lois, et, et qu'en réalité, il y a par exemple une assemblée qui peut paraître vide dans l'hémicycle, mais un travail en commission, des affaires sociales, etc., qui peut être intense, avec des amendements votés, proposés, etc. Donc, je modère un petit peu la réduction du nombre de contenus, mais effectivement, ça se discute. Et puis après, ça dépend de l'institution, parce que là, on parle de la com publique de manière générale, mais on faudrait parler de manière, enfin, sur une institution en particulier, sur une politique publique en particulier. Donc après, il y a toute une diversité. Voilà. Donc, j'apporte simplement ma pierre sur ce sujet-là. Et peut-être Diane ou Kimberley, si vous avez des Si je questions. peux, si je Oui. peux compléter avant les questions des étudiants très rapidement, euh, parce que j'entends utilité et dans ce qu'on voit, nous, au quotidien, en tant qu'agence de com, avec des clients, que ce soit côté public comme privé, euh, le sujet, c'est être capable de se mettre à la place de son lecteur ou auditeur, peu importe. Et ça fait partie des fondamentaux hein, qu'on apprend tous à en école de com, hein, ou j'imagine dans votre master. Sauf que on le sait, nous, parce qu'on a un peu de bouteille dans notre métier, on sait que c'est très difficile de faire passer ce message-là à nos donneurs d'ordre. Parce que quand Axel vous disiez, bah, tout le monde a son compte, voilà, etc. Et chacun, alors c'est sans doute très humain, a envie de communiquer sur son actualité, mais sans souvent se poser la question de qu'est-ce qui va être utile et pertinent pour le récepteur. Et ça me paraît fondamental. Dans la démarche du langage clair, c'est la base. C'est-à-dire que c'est ce changement de posture qui fait qu'on va imaginer, structurer un message de la manière qui est logique pour le récepteur et non pas pour l'émetteur. Et là encore, ça fait vraiment partie des fondamentaux de la com, sauf que on sait bien que dans le quotidien, dans l'opérationnel, c'est pas si simple. Et donc ce questionnement-là, je pense, est vraiment très important pour aussi faire le choix des messages qu'on va diffuser. Qu'est-ce qui va être, une fois encore, utile, a fortiori dans cette période qu'on est en train de vivre là, pour les citoyens, utile à divers ordres, mais là je m'arrête là dans la réflexion.